l'émergence des statistiques dans les politiques de santé et l'impact des probabilités dans la pratique clinique. Donc, il fait des recherches qui se situent, enfin peut-être qu'il peut nous en parler plus précisément lui-même, qui se situent entre la philosophie et l'histoire des sciences. Et il continue à travailler sur cette thématique actuellement. Il examine à Harvard les collections d'archives des médecins américains qui se sont rendus à Paris au XIXe siècle pour apprendre la méthode numérique auprès de Pierre Louis. Il a aussi participé à des recherches sociologiques sur la crise Covid-19 en tant que chercheur postdoctoral au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris entre 2021 et 2022. Et nous nous sommes rencontrés dans le cadre de l'initiative Humanité biomédicale, voilà, que vous connaissez peut-être et qui tente de rapprocher des chercheurs des facs de lettres, médecine et sciences autour de ces thématiques de l'humanité biomédicale au sein de Sorbonne Université. Alors, je vais vous demander, bon, évidemment, d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. On va pouvoir démarrer tout de suite. Avant que Mathieu Cortel ne lance sa discussion, il nous propose un petit sondage donc, que je vais vous envoyer tout de suite dans le chat pour faire un tout petit peu. Alors, il n'y a pas d'évaluation, évidemment, hein, c'est vraiment juste pour faire un état des lieux de ce que nous savons et ce que nous ne savons pas sur la vie de Pierre Louis, qui a quand même donné son nom à notre institut et donc dont nous perpétuons la mémoire voilà, au sein de notre laboratoire et vis-à-vis de l'extérieur. Donc, normalement, vous avez reçu le lien, vous pouvez vous connecter de suite et il y a 4 questions qui vous seront proposées à la suite. Donc, on se donne à peu près 40 minutes pour la présentation de Mathieu Cortel. On aura ensuite 15 à 20 minutes pour quelques questions. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Je ferai le point ensuite voilà, pour qu'on puisse les discuter au fur et à mesure. Donc, merci à tous et à toutes et bon séminaire. Merci beaucoup, Maria. Alors, je vais partager l'écran et lancer ce petit questionnaire. Le voilà. J'active normalement. Vous pouvez répondre d'ores et déjà à cette première question en un mot, selon vous. Qu'est-ce que Pierre-Louis a apporté à la médecine? C'est ouvert, hein, tout est bienvenu. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, peut-être, mais n'hésitez pas. Ah, oui. Alors, nombre, épidémiologie, preuves, médecine basée sur les preuves. Alors, qui va... Évidence, innovation, méthodologie. Alors, je ne sais pas. Alors, ça, c'est la meilleure. D'ailleurs, c'est celui qui est en plus gros. Normalement, c'est là où il y a eu le plus de personnes qui l'ont mobilisé. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais désactiver ça. Et donc, en effet, médecine basée sur l'épreuve, je pense que c'est ce qui marque le plus. Épidémiologie, numérique, toutes ces notions-là sont vraies. Alors, je pensais voir aussi statistiques, etc. Mais ça tombe bien que vous ne le mobilisiez pas parce que ce n'est pas non plus son fort. Ce n'était pas un excellent mathématicien. Et en fait, ce qu'il a apporté de vraiment important, c'est cette capacité justement de passer de preuves qualitatives à des preuves quantitatives en élaborant ce qu'on peut appeler de l'épidémiologie clinique. Et justement, je vous expliquerai ça dans le cours de la présentation. Alors, deuxième petite question. Alors, est-ce que vous diriez que c'est un personnage célèbre de l'histoire de la médecine, selon vous? Alors, ah, j'ai l'impression que le nom... Alors, ça bouge encore un petit peu. Bon. Alors, au risque de décevoir les 23%, je dirais quand même que même s'il n'est pas totalement inconnu, les historiens de la médecine mobilisent son nom de temps en temps, il reste quand même assez marginal dans l'histoire de la médecine. Ça n'enlève rien à son importance, hein. D'ailleurs, ce que j'essaye de faire, c'est de remettre en évidence que c'est un personnage assez crucial pour le développement de la médecine. Mais je dirais que dans l'historiographie, notamment française,
il est quand même très marginal et a été un petit peu mis de côté pour diverses raisons, peut-être notamment parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de figures qui ont pris le dessus. Notamment, on pourrait dire que la méthode numérique a été un petit peu évincée par la médecine expérimentale de Claude Bernard dans les années qui succèdent son élaboration. Bon, ça, je reviendrai là-dessus dans le cours de la présentation. Alors, une autre question. Quelle doctrine à l'époque s'est selon vous opposée à la méthode numérique? Est-ce que c'était plutôt la clinique donc de Bichat et Laennec, la médecine expérimentale? Bon, oui, Claude Bernard. Oui, je me suis... Ah, ça bouge quand même. C'est la renommée de Pierre-Louis qui a été évincée par la médecine expérimentale de Claude Bernard. Peut-être qu'il n'était pas aussi opposant que ça. Mais non, j'en reste là. Alors en fait, toutes ces doctrines se sont opposées à la méthode numérique. Il n'y en a pas une seule qui a été tendre avec Pierre-Louis. Donc même la clinique dont il vient, en fait, il a été formé dans cette tradition anatomopathologiste, s'est opposé à l'utilisation en fait des tableaux numériques qu'il avait mis en place, considérant que les preuves qualitatives devaient rester qualitatives et pas devenir quantitatives. Médecine expérimentale aussi s'est opposée. On reviendra là-dessus, on verra ce qu'a dit Claude Bernard à son égard. Pas très sympa. Auguste Comte aussi, d'ailleurs, a été très virulent à l'égard de Pierre-Louis, ce qui peut étonner, dans le sens où on pourrait suggérer que le positivisme est plutôt favorable à l'utilisation des mathématiques, mais bon, en médecine. Mais à cet égard-là, il a été quand même un farouche opposant. Et c'est surtout le physiologisme de Broussais qui était vraiment l'ennemi juré de Pierre-Louis, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'active ça. La dernière question. Dans quel pays pensez-vous que la méthode numérique de Pierre-Louis a eu le plus d'influence? Alors, peut-être l'introduction, encore une fois, de Maria a orienté votre réponse. En fait, il a eu de l'influence dans tous ces pays-là, et en France, moins que dans les autres d'un niveau institutionnel, je dirais. Et je vous expliquerai ça aussi dans le cours de la présentation. Au Royaume-Uni et au Mexique, étonnamment. Au Mexique, ce sont des élèves de Pierre-Louis qui font l'Academia Nacional de México. En Suisse aussi et aux États-Unis, c'est sans doute là où il y a eu le plus important, on va dire, héritage de Pierre-Louis. C'est pourquoi d'ailleurs je travaille sur les archives là-bas, et notamment à la Harvard Medical School où il est vraiment, c'est une figure assez éminente. Encore dans les cours sur la médecine, encore aujourd'hui, il est assez mobilisé. Donc, moi, j'arrête là-dessus pour le questionnaire et je passe tout de suite sur les styles. Alors, je vais voir si la transition se passe bien. Comment faire? Reprendre le partage. Partager. Et voilà, c'est ça. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez la diapo? Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est parfait. Ok, parfait. Très bien. Alors, du coup, je vais procéder de la manière suivante. Je vais d'abord faire un petit rappel un peu biographique sur, en tout cas, ces années de jeunesse, puis montrer dans quel débat il se situe à l'époque, quelle était la problématique des médecins de l'époque, d'un point de vue épistémologique, la question de la rationalité médicale, de la preuve en médecine à l'époque, et j'expliquerai comment il s'est situé dans ce débat-là et comment il a développé son œuvre. Et derrière, quelle influence il a eu auprès de ses étudiants et collaborateurs au niveau international, comment s'est noué une forme d'organisation et une certaine forme d'institutionnalisation en fait, de la méthode numérique à partir de Pierre-Louis. Alors, je commence tout de suite avec sa vie. Alors, bon, il est né donc à la fin du XVIIIe siècle, en 1787, dans une petite ville qui s'appelle Ay, en Champagne.
j'espère que je prononce bien. Alors, il vient d'une famille de viticulteurs, ce qui n'est pas trop étonnant pour la région, et plutôt riche, une famille bourgeoise où il n'y a pas trop de problèmes monétaires, on va dire. Mais son père meurt quand il est assez jeune, sa mère se remarie avec un autre propriétaire terrien. Tout ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt sur sa formation. À l'époque, bon, post-révolutionnaire, c'est très compliqué de faire des études, dans le sens où tous les curriculums sont battus en brèche, on les remet en place. C'est la constitution, d'ailleurs, des premiers hôpitaux universitaires. Et au début, il ne se dédie pas à une carrière de médecin, il pense plutôt faire du droit, donc il s'inscrit en droit, il pense aussi devenir clerc, donc il hésite. Et après, il rentre en médecine finalement, mais il a pris une bonne décision, en 1807 à Reims d'abord, puis après à Paris un an après. Alors, il soutient une thèse en 1813 avec un petit peu toutes les personnalités emblématiques de l'époque dans son jury, hein. Il y a par exemple Corvissart, hein, qui a donné enfin, tous les noms de métro qu'on connaît. Pinel, vous avez enfin, à peu près toutes les figures illustres de l'époque qui sont dans son jury. Il obtient honorablement son doctorat sur la pleuropneumonie épidémique à l'âge de 26 ans. Et là, l'approche est vraiment purement qualitative. C'est vraiment des comptes rendus de dissection et d'auscultation. Euh, alors après, la difficulté, c'est le postdoc. Donc, il va d'abord tenter de s'installer à Paris. Ça ne marche pas pour lui. Et donc, il rencontre quelqu'un en rentrant chez lui à Aix, le comte de Saint-Priest, qui propose de venir avec lui exercer la médecine dans l'actuelle Ukraine, donc à Odessa, et où il reste 4 ans. Il fait ses 4 ans de postdoc à Odessa. Et bon, il est confronté un petit peu à une épidémie qui touche des enfants d'angine et de croup. Et ils se sentent démunis. Donc, dans les lettres, d'une certaine manière, on voit qu'il a une volonté de retourner à Paris pour améliorer ses connaissances médicales. Et donc, la même année, il rentre et c'est au service de Chaumel, à l'hôpital de la Charité, que du coup, il va se confronter un petit peu aux problématiques de l'époque et ce que j'appelle la crise de la rationalité médicale, hein. Alors, je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Alors, le problème majeur, en fait, à l'époque post-révolutionnaire, hein, alors vous avez développement là-dessus dans les écrits, par exemple, dans Naissance de la clinique de Michel Foucault, c'est un peu la question centrale. C'est le basculement en fait à médecine, on dirait nosologique, basée sur en fait des classifications nosographiques qui se fondent en gros sur la classification linéenne du botaniste qui divise en genre, famille, espèce les pathologies qui en fait est battu en brèche par l'apparition en fait, d'une médecine vraiment empirique, la médecine clinique, anatomopathologique, qui va justement développer l'histologie, travailler sur l'observation des lésions post-mortem et un travail de mise en relation avec les observations d'auscultation, le développement par exemple du stéthoscope par l'ANEC qui, en fin de compte, s'oppose à la classification des nosologies. On se rend compte que les pathologies, les lésions caractéristiques ne correspondent pas, les symptômes non plus, et qu'il faut tout revoir. Donc, en fait, les fondements de la médecine sont quelque part complètement remis en question à cette époque-là. Et tout de suite, on se confronte à des problèmes assez épineux. Le fait qu'on voit qu'il y a une hétérogénéité, une variabilité des cas. Donc, c'est très difficile, en fait, de faire des inductions logiques, c'est-à-dire de passer d'une collection de cas à des formes générales, à des catégories. On hésite entre on pourrait dire appeler une médecine des phénomènes, c'est-à-dire plutôt l'approche de la singularité du patient au lit du malade sur les tables de dissection. Donc une médecine qui se fait par l'expérience des sens, hein, comme dit Corvissart par exemple, à une médecine des cas, où là on va plutôt sur la base de collection de cas établir des relations et des comparaisons. Donc, en fait, là, une véritable hésitation qui fait naître plusieurs écoles en réalité, Pierre-Louis sera celui qui,
mon sens, permettra de dépasser le problème de l'induction logique en offrant une méthode numérique qui va résoudre en fait le problème de cette absence de catégorie qui invitait en fait à une accumulation de comptes rendus cliniques sans véritable ordre préalable, donc sans véritable méthode. Et donc c'est vraiment lui qui va impulser ça. Il va se retrouver confronté bien sûr à bon nombre de doctrines de l'époque, et notamment deux qui sont majeures sur une question qui est le statut en fait nosologique à accorder aux fièvres. Alors à l'époque, c'est un grand problème, c'est on observe des fièvres et on sait pas. Et on n'arrive pas à les classifier étant donné qu'on ne trouve pas de lésions caractéristiques aux fièvres. Post-mortem, rien qui soit. Moi, j'ai le débouché. Et à partir de ce moment-là, on a du coup une espèce d'opposition qui se noue sur la question de comment on localise la fièvre, parce que justement, l'anatomopathologie entendait localiser les pathologies selon les organes infectés et selon les lésions en relation avec les symptômes. Alors, l'anatomopathologie n'y parvient pas, en fait, sans lésion apparente. Il n'y a pas une spatialisation possible des fièvres. Et donc, on revient à des formes plus classiques avec Pinel, qui repropose une nouvelle nosologie, en fait, mais on va voir, je vais revenir là-dessus. Il a essentialisé des symptômes, en fait, donc lui, il a démultiplié les fièvres en créant des catégories de fièvres ad infinitum selon tous les symptômes qui apparaissaient. Et Pierre-Louis va justement s'opposer directement à cette doctrine-là. Et à une autre, plus importante encore à l'époque, c'est vraiment le physiologisme de Broussais, qui systématise l'idée de l'irritabilité des organes, enfin l'excitabilité des organes, c'est-à-dire que pour lui, au niveau physiologique, les organes sont excités, mis en mouvement par un ensemble de causes, de stimulants qui varient en excès ou en défaut pour donner naissance aux pathologiques. Donc en fait, c'est le premier à faire la distinction entre le normal et le pathologique d'un point de vue physiologique, en disant tout simplement qu'un excès d'excitation crée des inflammations, de ce qu'il appelle l'irritabilité des organes, et un défaut crée un refroidissement, et donc du coup aussi impacte les organes. Et donc tout est vu à l'aune de cette doctrine-là. Et le remède ultime, en fait, qui est attribué à Broussais, c'est les saignées. Broussais recommande, parce que pour lui, la plupart des pathologies sont inflammatoires, recommande des saignées, donc des antiphlogistiques aussi, l'usage des sangsues, etc., pour traiter les pathologies de l'époque. Et on connaît justement la légende du 19e siècle où on ne trouve plus de saignées, on ne trouve plus de sangsues, assez de sangsues pour faire des saignées, etc. Ce n'est pas juste un mythe, hein, c'est une réalité. À l'époque, on n'y va pas pour rigoler. Et d'une certaine manière, c'est contre cette pratique-là, surtout que la figure de Pierre-Louis va devenir, en fait, va avoir son petit quart d'heure de célébrité, en tout cas. Et il y a un débat qui apparaît vraiment, un débat public hein, qui apparaît sur cette question-là, où les nombres vont parler pour les morts, si je puis dire. C'est d'une certaine manière, à partir des registres de décès du Val-de-Grâce, on a pu mettre en évidence que la méthode de Broussais n'était pas peut-être la plus optimale pour sauver des vies. Alors, il y a entre 1824 et 1827 cette discussion autour du physiologisme et surtout des saignées. Alors, parce que Broussais se vantait d'avoir un taux qui, entre guillemets, n'est pas extraordinaire, mais d'une mortalité de 1 sur 30 dans son service, alors que les anatomopathologistes en avaient 1 sur 19. Alors, il y a un certain Bousquet qui allait regarder les registres de décès du Val-de-Grâce dans son service et qui s'est rendu compte qu'en fait, non, ce n'était pas tout à fait ça, qu'il avait un taux de 1 sur 12. Et donc là, il y a tout un débat populaire qui se noue autour de ça. Il y a par exemple ce genre de caricatures qui circulent et dans les journaux, voilà, des oppositions, des défenseurs du physiologisme qui essaient d'expliquer que non, parce que Broussais s'occupe des cas les plus graves, donc évidemment, c'est dans son service qu'on a le plus de mortalité, etc. Bon, enfin voilà, on a
toutes ces discussions qui émergent. Et Pierre-Louis, en fait, se retrouve à cette époque-là, en fait, au centre de ces débats. C'est là, à peu près à ce moment-là, où il va commencer à publier ses premiers travaux et à prendre part au débat, justement, en s'opposant à la théorie de Broussais, théorie physiologisme de Broussais, à cette essentialisation des inflammations, enfin, pas essentialisation, ça c'est un peu excessif, mais à cette utilisation systémique du concept d'inflammation pour décrire les pathologies. Donc, c'est avec un premier ouvrage qui commence à se faire remarquer en 1825. Ce qu'il a fait, ce qui a fait sa notoriété sur cet ouvrage, c'est la méthode numérique qui est naissante, qui n'est pas thématisée en tant que telle directement. Il l'utilise, mais je dirais l'explication plutôt doctrinale, théorique, épistémologique de la méthode n'est pas clairement identifiée à ce moment-là par Louis. C'est a posteriori qui reviendra là-dessus, qui va thématiser en tant que méthode numérique. Mais ce qu'il a fait, en fait, c'est tout simplement qu'il a collectionné les cas de tuberculose dans son service. Donc, il est très rigoureux hein, on peut voir dans son travail, ses descriptions très fines, en fait, donc des dissections et de l'auscultation de ses patients qu'il a collectionné. Il a eu un certain nombre de comptes rendus, là, en l'occurrence, c'est 107 patients qu'il a collectés. Et à partir de là, il commence à mettre en correspondance les différents cas et en essayant justement de trouver un moyen de les grouper et de les comparer. Alors lui, pour les grouper et les comparer, ça se fait autour des lésions. Est-ce que la lésion est présente dans tel organe ou absente? Et après, on peut établir justement, selon lui, les lésions caractéristiques à partir d'une quantification des observations anatomopathologiques. Et c'est vraiment sur cette base-là qu'il développe la réflexion. Alors, il dit cette méthode, qui n'est pas encore en méthode numérique, était longue mais facile et sûre, elle devait conduire à des résultats exacts. Il est déjà sur la piste de sa théorie. Plus tard, on thématisera, et ça c'est reçu aussi même à l'époque, l'ouvrage, on dit que Pierre-Louis a réhabilité la méthode d'induction de Francis Bacon. Tous ses élèves, d'ailleurs, l'introduisent de cette manière-là. Hein. Ils expliquent que voilà, Pierre-Louis, c'est celui qui... alors, il n'invente pas vraiment quelque chose, il reprend à Francis Bacon sa méthode et il l'applique à la médecine, comme certains avaient pu le faire avec la physique, par exemple, auparavant. Donc, c'est très simple, comme je vous le disais, hein, il va référencer tous les cas avec des tubercules pulmonaires, par exemple, dans cet organe. Donc, c'est tabulae presentiae. Il en fait de même pour ceux où il n'y a pas de présence de tubercules dans l'organe. C'est tabulae absentiae, comme le dit Bacon, et il va établir des tableaux de comparaison, les tabulae comparationis, et quantifier tout ça, et à partir des résultats, montrer que, par exemple, les lésions caractéristiques en fait, de la tuberculose, ce sont bien les tubercules pulmonaires, donc la cause est à rechercher dans une infection des poumons, et pas, comme Broussais pouvait le défendre à l'époque, dans des inflammations. Les inflammations sont, selon lui, secondaires, mais ce n'est pas les causes, et en réalité, ce que fait Broussais, c'est de prendre l'effet pour la cause. Et c'est là où le débat vraiment se noue. Donc ça, c'est un premier travail et première application de la méthode. Là où c'est vraiment... il n'y a pas de tableau en fait, quantitatif dans ce livre-là. Il énumère juste les résultats. Il explique comment il fait, mais il donne juste les résultats. Il ne montre pas les tableaux. C'est dans un autre ouvrage, enfin dans d'autres travaux par la suite, où on voit des premiers tableaux apparaître. Alors là, j'ai appelé ça les nombres contre le bistouri. Et effectivement, c'est là où il s'oppose directement aux saignées, c'est son travail sur les recherches sur les saignées dans quelques maladies inflammatoires. Là, il s'oppose directement à Broussais, hein, sans aucun état d'âme. On peut voir les premiers tableaux de Pierre-Louis à ce moment-là. Ça commence en 1828. Je ne sais pas, je réfléchis, mais première, il y a un micro allumé. C'est en 1828 qui publie en forme d'article ses premiers travaux, notamment sur la pneumonie.
y a une réédition en 1835 qui est beaucoup plus importante parce que là, il commence vraiment à développer je dirais une philosophie de la méthode numérique où il prend position dans le débat actuel en expliquant vraiment qu'il faut donner une méthode certaine à la médecine, d'induction à partir de collection des comptes rendus cliniques, comment faire pour pouvoir arriver à des catégorisations générales et des évaluations de remèdes qui soient pas juste basées sur l'intuition des médecins, mais sur un raisonnement logique rigoureux. Donc ça, c'est, je dirais, à ce moment-là, c'est vraiment la pierre de touche de l'œuvre, où là, où il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Et même au niveau des collaborations, on a, par exemple, dans l'édition de 1835, il y a James Jackson qui était à Boston, qui lui transmet les comptes rendus de ce qu'il a, une collection de patients, une cohorte de données qui viennent du MGH, le Massachusetts General Hospital, où il justement qui vont compléter en fait les données de Pierre-Louis et lui permettre de montrer que il avait raison de vouloir limiter la pratique des saignées. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les saignées étaient à peu près pratiquées pour tout. D'ailleurs, Broussais considérait que la folie était une inflammation et que, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, il fallait saigner les patients. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait très simplement Pierre-Louis? C'est tout simplement c'est de référencer là, par exemple, ce tableau, c'est pour la pneumonie. Alors, vous avez en haut la première ligne, c'est les jours où le patient a été saigné. Et dans les colonnes, il référence d'une part la durée de la pathologie, le nombre de saignées effectuées et l'âge de la personne. Et on voit très bien que c'est dans les premiers jours, les décès sont apparus en fait, dans les premiers jours des saignées. Et donc, il montre que, alors c'est sur très peu de... Alors, ça lui sera reproché d'ailleurs, que de dire que vraiment là, c'est sur une collection de 27 ou 28 personnes. Faire cette inférence, c'est peut-être pas tout à fait judicieux. En gros, il y aurait un plus grand risque de mortalité si on effectuait des saignées dès les premiers jours, alors que si on les fait tardivement et en petite quantité, il y a moins de risque de mortalité. Bon, c'est un premier pas, on va dire, hein. C'est pas encore quelque chose de très solide, mais c'est un premier pas. D'ailleurs, ce que Jackson a fourni comme données, c'est beaucoup plus conséquent, hein, et beaucoup plus solide. Mais l'idée étant qu'il développe une philosophie autour de ça, de la méthode numérique, en disant, voilà, il faut qu'on passe des données qualitatives de l'anatomopathologie aux données quantitatives, et voilà comment on peut faire. On va les référencer dans des tableaux et on va évaluer les résultats à partir de là. Et bon, justement, ça pose problème à l'époque et il y a tout un débat qui va se nourrir de la question de l'application et de la possibilité de traduction en fait, de données qualitatives en données quantitatives. Vous avez un débat très célèbre en fait, à l'Académie, à l'époque royale de médecine, qui a lieu en 1837, où justement Pierre-Louis est sur le banc des accusés quelque part, et c'est surtout sa méthode qu'on discute et sur laquelle justement toutes les postures se cristallisent. Un dernier ouvrage, je ne vais pas faire toute l'œuvre de Pierre-Louis, mais là, un dernier ouvrage qui est vraiment emblématique de son travail, qui est peut-être le plus sérieux, c'est le travail sur la fièvre typhoïde, qui est d'ailleurs un des premiers, pas une grande découverte médicale, mais qui a donné la voie justement à une distinction progressive entre la fièvre typhoïde, le typhus, etc. Et qui a surtout, je dirais, amené un bon nombre de chercheurs internationaux à se saisir de la question et à travailler en relation avec Pierre-Louis et à échanger des données. Et ça, c'est un point qui m'intéresse vraiment dans cette histoire, c'est de voir comment s'est constitué, il y a un micro allumé, comment s'est constitué un premier réseau en fait, international de chercheurs qui se transmettent des données quantitatives. Alors, c'est là que ça apparaît, c'est vraiment autour de la fièvre typhoïde. Là, c'est un moment, on va dire, clé qui d'une certaine manière, va générer une opposition assez vigoureuse. Et là où on va en finir avec la nosologie de Pinel et de Broussais, c'est vraiment à ce moment-là. Donc, il montre très clairement que les lésions sont au niveau des plaques de Peyer, du tube digestif,
et que, d'une certaine manière, Pinel a démultiplié un certain nombre de classes de ces fièvres sur la seule base de la fièvre typhoïde, hein, par exemple ce qu'il appelle la fièvre putride, adynamique, ataxique, bileuse. Bon, c'est des symptômes qu'on peut voir apparaître chez les patients qui sont atteints de fièvre typhoïde. Et il s'oppose aussi à Broussais, qui considérait la fièvre typhoïde comme une maladie inflammatoire aiguë. Lui montre que la cause vient d'ailleurs et qu'elle n'est pas juste le fait d'une inflammation. Et que c'est encore une fois une confusion entre la cause et l'effet qui a trompé, je dirais, le grand Broussais. À ce moment-là, vous avez donc des chercheurs, par exemple à Boston, il y en a plusieurs qui vont commencer à travailler sur cette question-là. Vous avez le célèbre Oliver Wendell Holmes, vous avez Henry Ingersoll Bowditch, qui est aussi une personnalité très célèbre de Boston à l'époque. Vous avez des chercheurs aussi à Philadelphie et au Mexique, de collaborateurs qui commencent à s'associer à ces questions-là. Et c'est avec ce travail en fait, d'échange de données, etc., que Gerhardt, à Philadelphie, va faire une distinction nosologique importante entre la fièvre typhoïde et le typhus. Je passe un peu plus rapidement parce que le temps s'écoule. Donc, comme je vous le disais, en 1837, il y a tout un débat qui émerge et à la suite de ce débat, en fait, les positions, on va dire, antagonistes à la méthode numérique se cristallisent. D'abord, c'est les sensualistes, on appelle ça comme ça, en fait, c'est les cliniciens qui disent très simplement qu'il faut en rester au sens, il faut rester dans l'observation directe et par l'éducation médicale des sens, on va réussir à connaître les pathologies. Donc, c'est un peu le talent du clinicien qui permet d'arriver à des inférences justes et à des remèdes justes. Donc, qui se base sur la théorie un peu dérivée de Condillac et les premiers cliniciens, Bichat, etc. Bon, pour eux, les nombres, ça ne dit absolument rien de l'état des patients. C'est quelque chose qui ne rend pas compte des pathologies ni des remèdes. Donc, il faut un peu plus de choses que ça. Le médecin, ce n'est pas une machine arithmétique, selon ils utilisent le terme. Plus tard, dans les années 1830, enfin au 1840 plutôt, les positivistes vont vraiment s'opposer à la méthode numérique. Hein. D'ailleurs, là, c'est une phrase de Auguste Comte qui dit une telle méthode, s'il est permis de lui accorder ce nom, ne serait réellement autre chose que l'empirisme absolu, déguisé de frivole apparence mathématique. Donc, il dit bon, c'est pas sérieux tout ça. Bon, effectivement, c'est assez encore lacunaire ce que Louis produit lui-même, je dirais, mais disons qu'il commence à avoir des collaborateurs qui, pour le coup, maîtrisent mieux les mathématiques. Et par exemple, vous avez une personnalité, dont je ne parlerai pas vraiment, mais Jules Gavaret, juste pour mobiliser son nom, qui est en fin de compte le successeur, je dirais, français de Pierre-Louis, et qui, lui, était polytechnicien, et du coup commence à vraiment réfléchir sérieusement à comment à utiliser les probabilités pour satisfaire l'exigence des expériences médicales. Donc ça, c'est un moment important. Et puis Claude Bernard, qui lui aussi, il va de sa plume contre Pierre-Louis, en disant que bon, la loi des grands nombres qui serait sous-jacente à l'accumulation de données cliniques pour établir des vérités générales, donc par le principe de l'induction, est toujours vrai en général, fausse en particulier. Et puis directement dans son introduction à la médecine expérimentale, hein, il s'oppose à la méthode numérique en disant que ce n'est pas du tout satisfaisant, que la statistique ne peut pas donner lieu à la découverte de lois de la nature. Tout ça. Alors, ce qui se passe quand même, c'est un peu dans les marges, je dirais, de l'Académie française. Des élèves de Pierre-Louis, parce que justement, il avait une pratique clinique assez intense, où il avait l'habitude de recevoir en fait tous les étudiants étrangers qui voulaient bien venir dans son service apprendre avec lui sa méthode. Donc, il était en fin de compte assez marginal dans l'Académie française, dans le sens où par exemple, il n'a jamais eu de chaire et il n'est pas devenu prof. En fait, il est resté chef de clinique à peu près toute sa vie. Mais il a eu une immense influence en fait, sur les jeunes étudiants étrangers qui venaient étudier la médecine anatomopathologique de l'époque à Paris et qui apprenaient à disséquer et à ausculter. Et en fait, c'est vraiment ces élèves qui ont porté la figure de Pierre-Louis, on va dire, à une
postérité plus noble que ce qu'il était destiné, dans le sens où, voilà, par exemple, ils ont créé, c'est des étudiants suisses, hein, qui sont devenus d'ailleurs Jacob Marc Lépine, Théodore Monnoy et Bizot, qui sont des personnages emblématiques de la médecine genevoise, qui créent cette société médicale d'observation avec, alors, pour slogan, Numeron Dae et Perpendendae Observationes, donc à l'idée de quantifier et d'évaluer les observations. C'est ça leur projet. Et le projet, quand on regarde les archives de la Société médicale d'observation, c'est vraiment de collectionner le plus possible de données anatomopathologiques pour appliquer la méthode numérique. Donc, en fait, l'idée, c'est de créer une collaboration entre les chercheurs pour qu'ils produisent des données et qu'ils les mettent en commun afin de travailler sur diverses pathologies et d'arriver à des inférences justes, une nouvelle classification, etc. Donc là, vous avez, dès la formation en fait, de la société, des médecins internationaux qui la forment, hein. Vous avez des personnalités du Royaume-Uni, États-Unis, Suisse, Mexique, hein, comme je le disais, qui participent à cette société médicale d'observation à Paris et qui vont par la suite garder des liens avec lui. Donc c'est le commencement, je dirais, de ce réseau international qui, moi, m'intéresse tout particulièrement, hein, c'est de comprendre comment c'est organiser et institutionnaliser la méthode numérique. C'est plutôt ça ma question, de voir comment, en fin de compte, quelque chose qui était assez marginal en fait en France, qui était basé sur une méthode encore un peu en gestation, a pu trouver un appui immense, notamment outre-Atlantique, et c'est justement à Boston et à Philadelphie que ça s'est vraiment implémenté. Donc, je vais finir rapidement maintenant, plutôt en expliquant les ramifications en fait, de ce réseau d'acteurs qui ont été les pionniers en fait, de l'échange de données quantitatives en médecine. Donc, la méthode numérique aux États-Unis, alors vous avez une citation ici de Jacques Pickmal que j'aime bien, qui m'avait mis sur la piste quand je l'ai lu. C'était un étudiant de Canguilhem qui avait travaillé un petit peu sur Pierre-Louis, qui a écrit un article. Et il dit cette phrase qui est tout à fait vraie, je suis d'accord avec lui maintenant, après avoir vérifié, que Louis venait de trouver une seconde patrie aux États-Unis, hein, et même si le fondement théorique d'une attitude devait compter plus que son origine géographique et historique, de fait, sa véritable patrie. Et en effet, force est de constater qu'aux États-Unis, il a eu un écho immense. C'est un personnage emblématique quand on parle de médecine empirique, médecine basée sur les preuves. Eh bien, en fait, c'est tout de suite la figure de Louis qui apparaît. Dans les cours d'histoire de la médecine, il me semble qu'en France, son nom est très peu mentionné, alors que malgré tout, aux États-Unis, il est plus étudié. L'historiographie américaine est plus importante sur Pierre-Louis qu'elle n'a pu l'être en France, en tout cas pendant un certain temps. J'essaye de redorer le blason de Pierre-Louis quelque part dans mes écrits. Alors, il y a deux hypothèses que j'aime bien pour expliquer pourquoi en fait cette méthode numérique a réussi à s'implanter aux États-Unis. Bon, d'abord, effectivement, le contexte était favorable, hein, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, hein, c'était pas très développé au niveau des hôpitaux, hein, c'était plutôt les barbiers chirurgiens. En réalité, il y avait une école on va dire, de médecine à Philadelphie qui était basée sur la théorie de Benjamin Rush, qui vraiment, pour le coup, était une doctrine proche de la théorie de Broussais et qui recommandait les saignées, encore une fois, pour à peu près tout. Et donc, du coup, ceux qui étaient venus étudier avec Louis à Paris sont arrivés avec un nouvel outil pour évaluer les remèdes. Et il y a une hypothèse que j'aime bien, c'est celle que émet Tocqueville à peu près au même moment, en 1835, hein, dans De la démocratie en Amérique, où il dit, en fait, la démocratie états-unienne, si vous voulez, elle encourage le développement des sciences appliquées, mais et néglige quelque part les sciences pures. Pour lui, les sciences pures, c'est plus l'aristocratie européenne qui les mène. Donc, ça tient au fait que, pour Tocqueville en tout cas,
que les sciences appliquées prennent part directement à l'économie, au marché. Et en effet, si on regarde le contexte de l'époque, vous avez une réforme, des réformes politiques de Andrew Jackson, qui va justement développer la médecine libérale et, je dirais, la vente libre des remèdes. Et bon, il y a pas mal de sectes qui émergent, les thomsonianistes, les homéopathies, bref, plein d'écoles qui d'ailleurs vont eux-mêmes utiliser les statistiques pour vendre leurs remèdes. Et les partisans de la méthode numérique disent qu'effectivement, ils récoltent mal les données, ils n'utilisent pas une méthode d'induction juste, et donc leurs nombres ne valent rien. Donc il y a vraiment quelque chose qui se cristallise autour des nombres aussi aux États-Unis, ce qui est intéressant de voir à l'époque. Et puis il y a une autre hypothèse d'un élève de Louis, que j'aime bien aussi, un certain Dunglinson, qui va dire que la méthode numérique, en fait, c'est la véritable école protestante de la médecine. Parce qu'elle elle rejette en fait les traditions antérieures et s'oppose quelque part à l'hippocratisme et à cette vision, en fin de compte, que les anciens avaient une sagesse descriptive dans ce qu'ils appellent l'expérience des siècles, et qu'il faudrait s'abreuver de l'expérience des siècles, de la littérature ancienne pour bien pratiquer la médecine, alors que les numéristes, comme on les appelle, hein, sont plutôt à dire que non, on peut très bien évaluer par soi-même en ayant une méthode rigoureuse d'inférence logique, etc. Donc voilà, ça se cristallise autour de cette opposition au système de l'époque. Il y a la Boston Society for Medical Observation qui est créée en 1800. Alors, elle est fondée en 1832, mais officiellement, elle est lancée en 1935. Bref. Par Bowditch, qui est sans doute l'élève le plus proche de Louis, parce qu'il a traduit des œuvres, etc. Et puis, parce qu'il l'a vraiment défendu corps et âme aux États-Unis. Il était à Harvard aussi, et il a lui-même contribué énormément à l'application de la méthode numérique au sein de cette société. Ou qui était en fait jumelé avec la société française, où il récoltait aussi des données anatomocliniques et pathologiques, et il faisait des études quantitatives à partir de là. Qu'est-ce qu'il y a? Effectivement, cette société, c'est un peu la pierre de touche qui va introduire la méthode numérique aux États-Unis et créer un réseau d'acteurs assez solide à Boston. Ce qui émerge tout de suite dans le débat public, c'est l'opposition, en fin de compte, au traitement de l'époque, notamment les saignées, mais pas que, hein, toute forme de allopathie de l'époque est quand même remis en question. Vous avez justement, alors, est-ce que je peux passer Oliver Wendell Holmes, qui est personnage emblématique de Boston et qui justement explique très bien à travers cette phrase tout ce qu'il pense du matériel médical de l'époque. Il dit I firmly believe that if the whole materia medica as now used could be sunk to the bottom of the sea, it will be all the better for mankind and all the worse for the fishes. Alors ça, c'est un peu une pépite que j'ai trouvé ça très intéressant, où il parle justement des courants et des contre-courants des sectes médicales de l'époque en disant qu'en fait, aucun remède n'a été évalué sérieusement et qu'on vend en fait, du poison aux gens sans méthode rigoureuse. Donc, c'est vraiment autour de ça que ça va se cristalliser, et ils ont cette idée qu'il faut vraiment avoir une observation rigoureuse, commencer à faire des comparaisons, des essais cliniques, si on peut appeler ça comme ça à l'époque, en séparant en groupe les individus qui prennent le médicament et les autres qui ne l'en prennent pas, pour vraiment voir si ça marche. Et il fait une découverte aussi très intéressante en même temps que Semmelweis, c'est sur la fièvre puerpérale, où il va vraiment mettre en évidence que c'est infectieux et que ça vient en fait du problème du manque d'hygiène dans les hôpitaux, les médecins passant de la salle de dissection à la salle d'accouchement. Donc, et c'est à peu près en même temps qu'il publie son texte que Semmelweis. Donc, lui, il aura l'écho américain là-dessus. C'est d'ailleurs étayé avec une quantification assez bien menée. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Après, bon, il y a beaucoup de ramifications, hein, parce que ça va s'institutionnaliser autour de la American Statistical Association, parce qu'il y a des élèves de Pierre Louis qui deviennent membres, notamment un qui devient président, Shattuck, qui est assez connu aussi à Boston. À Philadelphie aussi, ça se noue. Et ils prennent des positions dominantes dans la hiérarchie médicale de l'époque. Et c'est pour ça aussi que ça s'institutionnalise dans ces pôles-là. Alors, au Royaume-Uni,
c'est autour alors, il y a plusieurs figures, hein, là, j'en mets que deux. Walshy et Farr, qui tous les deux, en fait, sont des acteurs proches de lui, dans le sens où ils ont été ses élèves. Mais Farr est beaucoup plus important dans le sens où il va vraiment travailler sur une standardisation en fait, des registres de mortalité en Angleterre, après proposer une première nomenclature de classification des causes de décès des maladies en 1865, qui sera après en fait le modèle qu'utilisera Bertillon pour la classification internationale des maladies en 1898, qui sera institutionnalisé par 20 pays au début du XXe siècle. Et une innovation très intéressante des Anglais, c'est l'utilisation de la machine analytique de Babbage par William Farr pour calculer l'étape de mortalité. Donc là, on a une première informatisation en fait, des tables de mortalité qui se fait à partir de la machine de Babbage. Donc ça, Et puis après, bon, tout le travail de Lady Lovelace qui commence à améliorer en créant les premiers algorithmes, etc. Je finis très rapidement. En Suisse, vous avez une communauté aussi très active sur la méthode numérique, des figures, là, encore, je prends quelques-unes, mais les plus emblématiques, hein, qui vont, je dirais, à Genève, institutionnaliser l'utilisation en fait, de la méthode numérique pour les données anatomo-pathologiques et normaliser cette collecte, en fait. Et ça, c'est un point important, parce que bien sûr, à l'époque, chacun y va un peu de sa description. Donc là, il commence à vraiment faire des registres rigoureux. Par exemple, Lombard qui fait de la cartographie statistique et Monnoir qui va, pour le coup, développer ces méthodes-là et participer à la fondation de la Croix-Rouge. Alors, je finis rapidement avec le Mexique, où il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, parce que je n'ai pas pu aller au Mexique voir ce qui s'y passait. Mais on a deux membres, Martinez del Rio et Louis-Joseph Jecker, qui ont étudié avec Louis à Paris, qui étaient des collaborateurs proches et qui sont partis étudier la fièvre typhoïde là-bas et qui ont fondé en fait l'Academia Nacional de México et qui, bon, le premier Jecker a dû quitter le pays après la Guerra de los Pasteles qui, du coup, opposait les Français aux Mexicains et Martinez del Rio a continué en tant que vice-président de l'Elite Academy et bon, je n'ai pas tellement d'éléments là-dessus, mais j'ai regardé un petit peu les annales disponibles en ligne de l'Académie et en fait, dans les introductions, on parle de Pierre-Louis et de la méthode numérique. Donc, je suppose qu'il y a aussi une tradition qui s'est nouée autour de cette figure-là et notamment autour de Martinez del Rio. Voilà, alors pour conclure rapidement, hein, je dirais que les travaux de Pierre-Charles-Alexandre Louis c'est pas tellement sur son génie mathématique qu'il faut les évaluer, mais c'est plutôt le projet d'une médecine fondée sur des preuves numériques et le passage du qualitatif au quantitatif qui est vraiment intéressant à mon sens. Et cette idée surtout de développer un premier réseau global d'épidémiologie clinique où on s'échange des données, etc., ça me paraît, c'est vraiment le pionnier. Il n'y a pas d'autre exemple antérieur à mon sens. Donc voilà, cette méthode se répand vraiment dans un cercle assez étendu de collaborateurs internationaux et ils vont remettre en fait en question toutes les bonnes pratiques de l'époque et bâtir peu à peu un peu le gold standard des preuves quantitatives en médecine petit à petit. Donc, la recherche en fait, que je mène, c'est vraiment, enfin que j'ai commencé du moins pour la part américaine, c'est vraiment au centre des débats de la question historique en fait de la transmission des savoirs scientifiques. Hein, et je pense que c'est essentiel de se défaire d'une idée, d'une origine absolument nationale et biographique des révolutions scientifiques. Là, on voit bien que c'est vraiment dans des réseaux d'acteurs, d'organisations, d'institutions à travers le monde, en fait, que le progrès des sciences se développe. Et donc, moi, c'est plutôt cette histoire globale de la méthode numérique que j'essaie de développer pour montrer un peu l'horizon, je dirais, au-delà des récits nationaux et de la symétrie des cultures scientifiques, montrer que la construction des preuves, la construction, en fait, de la science participe d'une histoire globale qui est complexe et toujours en devenir. Et donc, c'est aussi une manière de mettre en dialogue les cultures scientifiques. Je pense, voilà, j'en ai fini en tout cas. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais arrêter le partage. Hop. Bon.
Merci beaucoup pour cette plongée dans le 19e siècle. Ouais. C'est passionnant et effectivement, on a du mal à se représenter aujourd'hui quelle était la réalité de l'époque et voilà, à quoi ressemblait la médecine avant le développement des méthodes d'évaluation modernes qu'on connaît. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a ou des remarques, des interventions? Voilà, n'hésitez pas à soit prendre la parole, soit intervenir dans le chat. Bon, moi, je peux commencer s'il n'y a pas de questions. Ah, si je vois. Non, s'il n'y a pas de questions immédiates, je peux commencer. Donc, on comprend qu'en France, le passage de la médecine purement qualitative à l'utilisation de ces méthodes numériques a été plus long qu'ailleurs, mais est-ce qu'on arrive à dater un peu un moment où ces méthodes, alors les saignées déjà, et puis aussi les méthodes d'évaluation purement cliniques, en fait, enfin, purement basées sur l'observation des médecins, ont été définitivement abandonnées? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça a été définitivement abandonné, alors ça c'est peut-être pas. Mais en tout cas, les saignées, enfin bon, ça oui, ça c'est sûr, mais l'approche clinique, je ne sais pas, elle s'est transformée en fait aussi. Je pense qu'il y a une histoire. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a un lien, bref, entre clinique et statistique qui se voit à travers Pierre-Louis, parce que c'est en fait de la clinique que naissent les statistiques, enfin, l'application statistique de Pierre-Louis. Mais oui, il est rejeté, etc. Et dans un premier temps. Et ça met beaucoup de temps dans le sens où c'est vraiment avec l'hygiène publique, plus tardivement, dans la seconde moitié du 19e siècle, que ça va se mettre en place en France, hein. C'est plutôt avec les travaux sur le choléra de Villermé, etc., que vous avez une mise en évidence, par exemple, que là, purement quantitative, que les inégalités de richesse créent des inégalités de santé. Ça, c'est vraiment à partir des études sur le choléra en 1832, mais c'est vraiment le côté hygiène publique. Donc, en fait, il y a deux courants. Le courant, en fait, plus de la pratique médicale de ce qu'on pourrait appeler l'épidémiologie clinique, enfin, comme l'appelle Morabia, et qui, là, pour le coup, vraiment met énormément de temps à se mettre en place. Il faut vraiment attendre la fin du 19e siècle pour qu'on commence à standardiser en fait, les registres de décès, tout simplement, des hôpitaux, qui est vraiment une nomenclature rigoureuse pour décrire les pathologies, parce qu'en fait, chacun y va un peu de ses termes. Et alors, c'est assez marrant quand on plonge le nez là-dedans, dans les données de l'époque. En fait, c'est très hétérogène, pas simplement parce qu'ils voyaient des choses différentes, mais parce qu'ils ont un vocabulaire qui, par exemple, d'une région à une autre, ne correspond pas, ou d'un médecin à un autre, pratiquement, ne correspond pas. Donc, en fait, ils parlent de la même maladie, des fois, et sans utiliser le même vocabulaire. Donc, c'est très compliqué, en fait. Il a fallu tout un travail de standardisation, et cette standardisation, elle est passée à travers l'hygiène publique, et c'est vraiment avec la classification internationale des maladies, fin 19e, que ça commence à vraiment se mettre au point, tout ça, et que même les cliniciens sont tenus de remplir des registres standardisés, etc., qui permettent après le développement de statistiques, on va dire, sur des données voilà, qui sont moins parasitées par l'idiosyncrasie de chaque médecin. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, c'est vraiment tardif. Ça met du temps à se développer. Et Pierre-Louis, en fait, est mis de côté. Je parlais de Jules Gavaret, qui est vraiment incomparablement meilleur au niveau mathématique que Pierre-Louis, étant formé en tant que polytechnicien, qui, lui, pour le coup, s'est opposé farouchement et directement à Claude Bernard en disant que les expérimentations, c'est bien, mais qu'il faut aussi, enfin la médecine expérimentale, qu'il faut aussi essayer de l'évaluer. On peut essayer de limiter les variables, etc., en cadrant à partir des probabilités les modalités de l'expérimentation. Claude Bernard l'a envoyé paître, mais en fait, ça ne s'arrête pas vraiment en France. Il y a toujours des gens qui travaillent là-dessus, mais ça prend un point institutionnel vraiment fin 19e. Alors qu'aux États-Unis, ça prend un point institutionnel dès les années 1830-1840, quoi. Je ne sais pas si tu me voyais, Fabrice Cara. D'abord, je voulais vous remercier, Mathieu et Maria, d'avoir organisé cette réunion, parce que je
pense que c'est vraiment, on a appris beaucoup de choses, même si on en connaissait quelques-unes, forcément, parce que quand on s'appelle l'Institut Pierre-Louis, on est un peu curieux quand même de savoir pourquoi. Mais là, je crois que voilà, ça complète très bien finalement ce qu'on savait un petit peu et de façon très précise. Ma question, c'est finalement, ce modèle s'est imposé de façon, en tout cas dans tout le monde occidental, et donc c'est quoi la suite? Ça va rester le cas, et en particulier en pensant à toute la médecine numérique, mais au sens intelligence artificielle et des données. C'est quoi votre vision du futur, finalement, de la continuation de l'œuvre auquel Pierre-Louis a contribué? Parce que c'était au même moment qu'émergeait aussi, justement, la statistique moderne, enfin, peut-être un peu après même, d'ailleurs, ou aussi les grandes découvertes microbiologie, par exemple, pour parler des maladies infectieuses. Mais voilà, donc c'est quoi pour vous, finalement, avec votre regard d'historien, le continuum ou ce qu'on doit attendre finalement comme modèle de médecine pour le futur? Merci pour cette question. Alors, ce que je pourrais dire tout simplement, c'est que si on prend le cas de Pierre-Louis, c'est un souci toujours de lier le qualitatif au quantitatif, hein. C'est quelqu'un qui a été formé dans une tradition clinique et qui, en fait, ne veut pas supprimer le regard médical, hein, absolument pas en mettant les nombres au devant et de la pratique. Il essaie de concilier, hein. Ça, c'est un souci qu'il a. D'ailleurs, le texte doctrinal le plus intéressant à ce sujet-là, c'est un texte qui s'appelle De l'examen de Pierre-Louis et qui, en fait, explique que voilà, il faut préserver, d'un côté, la capacité clinique du médecin, mais en même temps aider à la réflexion médicale par des inférences qui vont émerger de l'accumulation de données. Et là, il y a cette idée où il dit qu'il faut accumuler de plus en plus de données et développer à partir... Alors, il commence à parler de la loi des grands nombres. Il me semble qu'il n'était pas trop éloigné de la tradition, enfin, il connaissait Laplace de loin, etc. Mais donc, il y a cette idée, voilà, il faut accumuler des données. Et à partir de ces données-là, il faut développer des inférences qui ne vont pas remplacer la pratique médicale, mais qui vont, en fin de compte, l'aider. Et aider parfois à voir des aspects qu'on ne voyait pas. Par exemple, dans le cas de Pierre-Louis, c'était quand même des classifications qu'on ne savait pas faire. On n'arrivait pas à classifier les pathologies. Les observations étaient complètement erratiques. Ça allait dans tous les sens. Et donc, c'était un moyen d'aider le regard médical, mais pas de le supprimer. Et en fait, le processus, je pense, en fait, la question perdure. Et quand on regarde les débats de l'époque, il y avait des médecins qui étaient choqués en train de se dire, mais moi, je ne veux pas être remplacé par une machine arithmétique. Et je ne veux pas que ma pratique soit guidée par des machines arithmétiques. Ils le disent, hein, très clairement dans les débats de l'époque. Ils disent, moi, ce n'est pas comme ça que je conçois la médecine. Je pense qu'il faut faire plus confiance à Hippocrate en fait, à ces tables statistiques. Et en fait, chemin faisant, je crois que le débat reste un petit peu figé dans le temps et se transforme bien sûr avec le développement des technologies. Mais est-ce que, voilà, c'est la question, est-ce qu'en fin de compte, les nombres substituent l'intuition? Ce que je ne pense pas. Est-ce que les IA vont substituer l'intuition ou est-ce qu'elles peuvent participer à une aide à la décision, à une aide à l'intuition médicale, à une aide en fait compte en tant qu'outil pour guider, mettre en évidence des pathologies qu'on ne voyait pas auparavant, voilà, aider à la prise en charge des patients. Et ça, ce souci-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment au cœur de la philosophie de la méthode numérique de Pierre-Louis, hein. Lui, il n'est pas pour supprimer la méthode anatomopathologique et l'observation, etc. Au contraire, hein, il dit, vous faites la même chose. Enfin, d'ailleurs, il dit ça aux cliniciens, il dit, vous faites exactement la même chose que moi, sauf que vous, au lieu de compter objectivement, vous comptez subjectivement dans votre tête en accumulant l'expérience des cas. Mais moi, je prends juste des tableaux, mais au fond, mon idée, c'est de préserver le regard clinique et de l'améliorer avec les nombres et avec les outils mathématiques. Et je pense que c'est une bonne leçon aussi pour aujourd'hui, dans le sens où, effectivement, il faut continuer à avoir cette association entre l'inférence statistique, probabilitaire, etc., en tant qu'outil d'aide à l'objectivation des pathologies et en même temps la préservation, en fin de compte, d'un regard clinique qui peut tout à fait s'associer avec, hein, qui n'est pas incompatible, qui n'est pas en conflit, enfin, à part si on défend une doctrine purement clinicienne, mais je pense qu'il trouve tout à fait à s'associer encore aujourd'hui. Et avec les IA, je ne vois pas une substitution du médecin, mais un complément, quoi. Merci.
Les débats vont continuer très certainement sur ce sujet. Alors, il y a une main. Bon, il est 14h30, mais je vous propose qu'on prolonge de 10 minutes pour Oui, pouvoir bien sûr. les questions des uns et des autres. Il y a une question dans le chat donc de Benjamin Glimin. Comment la méthode numérique s'est-elle développée en Angleterre et d'où vient notamment Bacon? En quelques mots, quoi, parce que... Oui. Alors, Bacon, en fait, c'est vraiment de la philosophie bon, à l'époque de la Renaissance, il faut s'opposer un petit peu entre le nominalisme et le réalisme et trouver une position intermédiaire. Et lui, il essaye d'être plutôt empiriste et de développer, voilà, dire que les concepts qu'on a dans la tête, c'est pas juste des trucs qui flottent dans les nuages, ça vient aussi du réel. Donc, il essaie de trouver un moyen de relier les idées qui flottent dans les nuages et les faits. Et donc, voilà, il essaie de lier les faits avec les concepts. Et c'est pour ça qu'il invente la méthode d'induction. En fait, cette tradition d'empirisme en Angleterre, elle est immense. Alors, ce serait compliqué de revenir sur tous les détails de cette histoire. Mais ce qui se passe, c'est que, par exemple, surtout en Écosse, en fait, à Édimbourg, vous avez des travaux qui sont très proches de ce que... On peut rapprocher ça de Pierre-Louis, mais par exemple, chez James Lind, où vous avez les premières médecines tropicales, où il travaille sur scorbut pour évaluer les remèdes, les agrumes, en fait, scorbut, qui est en fait basé sur cette méthode d'induction. Sauf que la différence de James Lind et Pierre-Louis, c'est qu'il ne systématise pas ça et il n'en fait pas une philosophie. C'est-à-dire qu'il utilise ça un petit peu comme un outil anecdotique, mais qui n'est pas essentiel pour le progrès de la médecine, et surtout, il ne fait pas d'anatomopathologie, quoi. Donc, en fait, la tradition anglaise n'avait pas mêlé l'anatomopathologie à la méthode numérique, ce qu'on a fait en France au 19e siècle, et qui a donné lieu justement à l'école de Louis, quoi. Merci. Gilles, Oui, pour revenir à ces affaires de continuum de l'histoire de la médecine, un des points récents, bien sûr, on a parlé de l'IA, mais quelque chose qui est aussi relativement récent, c'est la médecine de précision. Donc, je me demande ce qu'il en aurait pensé, Pierre-Louis, voilà, de ça. Mais on a l'impression, quelque part, que ça pourrait être une tentative de réconciliation en fait, de la méthode numérique et puis voilà, ce qui n'est pas systématique, mais chaque cas est particulier, ou si on compte, si on fait de la quantification mais suffisamment précise, avec des sous-groupes cette fois-ci, on arrive à des classifications un petit peu plus différentes et donc des cas un petit peu plus différents, des traitements un petit peu plus différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez et comment vous voyez la place voilà, de la médecine de précision dans l'histoire, je dirais, de la médecine. Merci. Oui, je pense que vous avez raison. Il est très loin d'imaginer que ça puisse se faire dans le futur. Mais en tout cas, voilà, l'idée d'arriver dans le grain fin, en fait, avec la médecine post-génomique, les biomarqueurs, etc., de la singularité du patient, en fait, c'était un souci de la clinique par l'observation en fait, histologique, quoi, par les tissus. Ils essayaient de faire ça, en fait, de voir comment s'étaient développées les lésions presque de manière singulière selon les cas. Et en fait, Pierre-Louis, il veut préserver ça. Donc, en fait, je pense qu'il serait, là, j'extrapole un peu, mais sans doute favorable à ça, dans le sens où il serait même surpris que l'induction qui allait du singulier au général puisse revenir après au singulier. Et qu'à partir de ça, on arrive même à avoir une précision bien plus fine, en fait, au niveau moléculaire. Bon, alors, ils n'étaient pas dans la médecine moléculaire à l'époque, mais au niveau moléculaire, une précision qui permette justement de considérer et peut-être d'arriver à des traitements qui sont adaptés à la singularité du patient. Alors, je pense il avait imaginé le chemin qui allait de l'individu à la forme générale, mais l'autre, le retour du général au particulier, en tout cas sur cette forme-là, je ne sais pas s'il l'avait imaginé, mais en tout cas, c'était comme c'était fait pour aider après à l'observation, parce que c'est ça son souci, hein, il crée la Société médicale d'observation, etc. Enfin, il ne le crée pas, mais il est président. C'est d'arriver à améliorer l'observation médicale avec la méthode numérique. Et c'est vraiment leur souci. Hein. C'est toujours comment on raffine l'observation. Merci.
Merci. Alors, peut-être une dernière question dans le chat, qui n'est pas une question facile du tout, mais donc, Guillaume Avenin, alors, pardon, je ne vais peut-être pas lire toute la question, mais voilà, juste la fin qui est finalement comment sauver la clinique ou en tout cas, alors peut-être, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais peut-être comment concilier finalement la clinique avec donc les particularités de chaque patient, de chaque situation, etc., avec les grands nombres et j'espère que c'était le sens de la question et que je ne l'ai pas déformé. Mais voilà, avec les statistiques, quoi, finalement. Est-ce que Pierre-Louis nous aide dans ça? Bah, je pense que oui, parce que bon, bah, moi, c'est ce que, par exemple, Foucault, il a écrit La naissance de la clinique. Alors, il a complètement mis de côté la méthode numérique. Moi, j'ai écrit un petit article qui s'appelle La double naissance de la clinique, où justement, je dis que l'une ne va pas sans l'autre. Et en réalité, c'est un peu ça que je défends, c'est de penser que oui, alors il y a peut-être des positions doctrinales, etc., qui font que les uns et les autres ne se comprennent pas, mais je pense que qu'aujourd'hui, il y a eu une hyper spécialisation, en fait, et il y a un problème de culture scientifique, c'est-à-dire il y a des individus qui travaillent dans des domaines hyper spécialisés, qui n'ont pas la même culture scientifique que certains cliniciens, etc., et que les ingénieurs qui font ces outils numériques. Et donc, en fait, c'est comment on arrive à créer des passerelles entre ces différentes cultures scientifiques et comment on noue le dialogue autour d'un même objet, hein, qui est quand même de soigner des patients, un objectif du moins. Et en réalité, je pense que par exemple, bon, pour le cas alors là, numérique, etc., mais il y a le développement, l'innovation des ingénieurs, c'est pas forcément le progrès pour les médecins, dans le sens où on peut avoir des IA hyper performantes qui n'ont pas une utilité clinique vraiment avérée ou qui ne servent pas à grand-chose, en tout cas sur le terrain. Donc, c'est comment on va réussir à concilier en fait ces cultures. C'est tout le défi, en fait. C'est comment se faire que ces gens se parlent et comment faire en sorte que ces gens arrivent à mêler leurs compétences, leur intelligence, leur ingéniosité pour un objectif commun, en fait, qui est quand même de soigner des gens, je pense. Donc, dans ce cas-là, je ne vois pas, moi, une opposition essentiel et insurmontable. Je vois juste qu'il y a des cultures scientifiques différentes, des visions différentes d'un même problème, et comment on arrive à communiquer ensemble. Voilà. Et là, là, pour le coup, ça demande peut-être des intermédiaires. C'est pour ça que je pense que les sciences humaines et sociales ont un rôle à jouer à ce niveau-là, c'est d'être un peu voilà, la cheville entre les différentes cultures scientifiques et trouver des éléments de réflexion et de travail voilà, collectif. Quoi, Et je pense que moi, je suis contre l'idée qu'il y a une séparation essentielle entre le clinicien et le statisticien et ils se haïssent depuis toujours et pour toujours. Je pense que ça a été créé aussi par l'historiographie, quelque part, hein, par la tradition qu'on a de toujours séparer les écoles, les cultures, etc. Mais je pense que moi, je vois plutôt des liens, en fait, assez étroits. Et Pierre-Louis, c'est un bon exemple, en fait. Ok, bah merci beaucoup. Je pense que c'est une super conclusion pour ce séminaire. Merci encore, Mathieu, pour cette Merci présentation pour et merci à l'invitation. tous et toutes d'avoir participé. Et puis, ben, voilà, si vous faites de nouvelles découvertes sur Pierre-Louis, on sera ravis de vous accueillir alors, voilà, en webinaire ou en séminaire à l'occasion. Super. Merci. Au Au revoir, merci. revoir.